Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS, le premier débrief de la première semaine d'Euroleague, le meilleur podcast d'Euroleague, vous connaissez déjà. Mon acolyte Bradley étant parti au Japon, je l'ai remplacé par encore une fois un consultant de qualité. Viens, monte. Voilà, je veux dire quelque chose à la caméra ? Oui, d'accord. Donc vous voyez toutes les images IA avec les chiens qui font des podcasts. Bah aujourd'hui on va faire ça en vrai et on va parler de l'Euroleague. De toute évidence, il ne veut pas s'en aller, c'est pas grave. Donc pour les nouveaux arrivants, on a un peu remodelé le format de l'émission. Ce sera pareil quand il y aura Brad, même si là aujourd'hui vu que je suis tout seul, ça va être un peu plus court, je pense. Mais en gros, on va pas forcément couvrir toutes les équipes toutes les semaines parce que c'est vrai que là maintenant il y a 20 équipes. Enfin oui, il y a 20 équipes, donc ça fait 10 matchs. Quand il y a les double week, il y a 20 matchs à regarder. On peut pas regarder tous les matchs avec les emplois du temps qu'on a, on n'est pas journaliste sportif. Donc on va faire un peu des choix éditoriaux. Il y a certaines équipes dont on va plus parler pendant la saison. Évidemment, on couvrira toujours les clubs français. Et ensuite, on fera un peu des choix. On aura une rubrique sur la fiche de la semaine. On aura aussi une nouvelle rubrique, c'est la question aux abonnés. Donc déjà, je vous le dis dès maintenant, vous pouvez, en ayant bien sûr liké la vidéo, commenté et boosté, je vous rappelle quand vous avez liké, vous pouvez booster la vidéo pour augmenter notre visibilité, ça vous prend 2 secondes et ça nous aide, merci. Et du coup, vous pouvez nous poser une question et on traitera la question dans l'épisode suivant. Donc évidemment, une question sur l'Euroleague, ne demandez pas combien de points on a mis hier parce qu'on ne va pas répondre. Donc ça pourra varier d'une semaine à l'autre, mais globalement, ce sera les clubs français. On fera un focus sur une affiche de la semaine, peut-être une performance d'un joueur, et ensuite la question de l'abonné. Parfois on aura aussi des débats, on verra en fonction des semaines ce qu'il y a à dire, etc. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas couvrir toutes les équipes comme on l'a fait l'année dernière. Et on va donc commencer tout de suite sur les clubs français, générique. On commence par Monaco qui a affronté Kaunas et Dubaï, qui a fait une victoire, une défaite. Donc déjà sur le match contre Kaunas, on a trouvé un Monaco en mode branlette, on va dire la vérité. C'est le Monaco qu'on n'aime pas, ça défend pas, ils sont en retard surtout. En attaque, la balle est gelée, enfin plus gelé que d'habitude en tout cas. Un Mirotic, vraiment un apport catastrophique. Il a un passage dans le 3e quart-temps, si je me souviens bien, qui est pas mal. Mais sinon, il est vraiment pas bon sur le match. Alors c'est vrai que quand on regarde les stats, il fait 16 points avec des excellents pourcentages. Il est à 5 sur 6 au tir, à 2 points, 1 sur 2 à 3 points. Il prend 6 rebonds, il fait 23 dévals. Mais je vous jure que le match qu'il fait, il est dramatique. Ces stats, elles sont ramassées, elles sont remontées un petit peu par justement ce passage dans le 3e quart-temps. Mais on le voit pas, défensivement, il est pas là. Eli Okobo passe au travers également, 3 sur 10 au tir. On a Daniel Theis qui lui apporte dans la lignée de son euro qui fait 17 points avec des très bons pourcentages, 6 rebonds, 23 dévals également. Mais vraiment c'est Kaunas qui a dominé. On parlera un peu plus de Kaunas puisque c'est l'équipe dont on va parler un peu aujourd'hui dans un second temps, mais Kaunas a vraiment dérouler son jeu avec ses forces sur lesquelles on va revenir. Mais voilà, j'ai été un peu déçu de Monaco qu'on a vu un peu emprunté et surtout suffisant avec l'effectif qu'ils ont. Ils peuvent pas rentrer comme ça dans la compétition. Après, on connaît Monaco. On sait que voilà, avec des leaders comme Mike James qui est ce qu'il est et qui fait pas forcément un mauvais, enfin pas forcément un mauvais match, il fait plutôt un bon match, même il met 24 points, 8 sur 12 à 2 points, 2 sur 7 à 3 points, 3 rebonds, 5 passes, 3 pertes de balles, 21 dévals. Mais on sait que c'est un leader un petit peu nonchalant. Eli Okobo aussi, voilà, ils aiment bien laisser le jeu venir à eux, pas se regarder jouer, ce serait un peu dur de dire ça, mais voilà, on sait que Monaco parfois c'est une équipe qui a tendance à prendre les gens un petit peu de haut, en tout cas c'est l'impression qu'ils en donnent, et là contre Kaunas ça a été vraiment le cas. Je suis désolé, les deux équipes normalement ne jouent pas dans la même catégorie. Tu es finaliste Euroleague, moi je trouve pas forcément que tu te sois renforcé dans le sens de ce dont tu avais besoin. Si vous n'avez pas vu pourquoi, allez voir la preview où je détaille ça un peu plus. Mais voilà, tu as quand même signé Mirotic, Nedovic, Kevarius Hayes. Tu as quand même une équipe qui sort un noyau qui reste le même, qui est finaliste Euroleague. Voilà, contre Kaunas, normalement, ça aurait dû le faire. Ça ne l'a pas fait. Bravo Kaunas. Et voilà, comme d'habitude, Monaco s'est réveillé contre Dubaï. Et là, contre Dubaï, on a vu ce que Monaco pouvait proposer de mieux, clairement. Et ça a commencé par Nikola Mirotic qui fait un match à 32 d'évaluation. Je vais vous donner ses stats. 19 points avec encore des excellents pourcentages, 7 rebonds, 4 passes, 32 dévals plus 27 de plus-minus. Mais surtout, ce que j'ai aimé
sur ce match-là, et notamment de la part de Nikola Mirotic, c'est qu'on a retrouvé les intentions que Spanoulis veut inculquer à cette équipe de Monaco. Voilà, Monaco, on sait, c'est une équipe qui joue énormément d'isolation, qui a des très forts joueurs d'isolation, c'est une de leurs forces évidemment. Et moi, j'étais un peu inquiet de l'arrivée de Mirotic parce que ça allait renforcer ce truc d'isolation. Là, pas du tout. Mirotic, il a fait attraper, jouer. Pick and pop, il a été agressif sur du post-up, je l'ai vu sur un post-up attraper, faire un spin directement, aller finir, il kickait, faisait des extra passes, et en fait la balle bougeait. Et là c'est très difficile, parce que si tu veux défendre Mirotic, Mike James, enfin voilà, Okobo, toutes les options offensives qu'ils ont, et ben t'es obligé de sortir très fort sur eux, et si ça joue très bien et que, comment dire, tu attaques les close-out, tu attaques les aides, la défense n'a pas le temps de se mettre en place, et là la défense de Dubaï a été complètement étouffée. Il y a eu, alors Dubaï, très rapidement, il y a quand même... je pense que c'est une équipe qui va. Moi, je les avais mis. Je sais pas si je les ai mis en play-off, mais je crois que je les ai mis en play-in au moins. C'est une belle équipe, sachant qu'ils ont Alexa Avramovic qui est blessé pour 8 à 12 semaines, qui a même Jaité qui s'est pété le tendon d'Achille, je crois. Mais voilà, ils ont quand même une belle équipe, notamment avec Davis Bertans, même si sur ce match-là, il a été pas performant, mais sur le premier match, je crois que c'était contre le Partizan, il les a allumés. Ils ont Justin Anderson, qui est un très fort défenseur. Ils ont Salah Moussa aussi, voilà, qui peut être un top scorer d'Euroleague. Et ils ont surtout Kabengele, un pivot vraiment qui va faire du bruit, je pense, en Euroleague. Hyper athlétique, capable de shooter à 3 points, capable de prendre des alley-oops, avec un bon footwork, des bonnes mains. Franchement, c'est vraiment un très très bon pivot. À voir défensivement ce que ça vaut, parce que c'est vrai qu'il est un peu sous-dimensionné. Alors, j'ai regardé que 2 matchs de Dubaï, donc je peux pas, et je l'ai pas regardé en Eurocup avant, donc je peux pas vous donner un avis plus précis sur ça, mais vraiment, en tout cas, lui, il a crevé l'écran sur les 2 premiers matchs. Et il y a également du coup Felipe Petrousev, que vous connaissez bien, dont on a beaucoup parlé. Et il y a McKinley Wright, qui est un meneur très agressif, très scoreur. Alors sur le premier match contre le Partizan, il a été dramatique, et puis bon, il se pose pas de questions, même s'il rate, il continue de tirer. Là, il a été un peu meilleur, mais ça n'a pas suffi. Quand Monaco a augmenté l'intensité défensive, et par l'intermédiaire de Mathieu Strazel, qui, je tiens à préciser, a récupéré un nombre de ballons, a mis un nombre de pressions défensives sur les meneurs adverses, vraiment, j'espère qu'il aura des voix pour le défenseur de l'année. En tout cas, il a les capacités pour être dans la conversation. Et voilà, c'est cette intensité défensive qu'il a su insuffler. Elle a été transmise. On a vu Mirotic défendre, on a vu Mike James défendre, on a vu tout le monde s'y mettre. On a vu Alpha Diallo, évidemment, toujours dans son rôle défensif, mais aussi offensif. Alpha Diallo qui met 12 points à 3 sur 7, à 2 points, 2 sur 3, 3 points. Oui, c'est ça. 11 déval, plus 24 de plus-minus. On a vu un bon Kevarius Hayes aussi, qui en 20 minutes met 11 points. Daniel Tice, toujours, voilà, qui est un intérieur aussi, qui permet d'écarter le jeu, qui fait 1 sur 2 à 3 points. Donc voilà, Monaco a fait un très très gros match face à Dubaï, s'est réveillé et donc a lancé sa saison. Maintenant, on a vu là sur ce début de saison d'Euroleague que c'est la pagaille, tout le monde peut taper tout le monde, enfin comme tous les ans en Euroleague de toute façon. Et si Monaco veut se mettre dans les meilleures dispositions, il ne faut pas qu'ils lâchent des matchs à domicile comme celui contre Kaunas. Il va falloir qu'ils arrivent à enchaîner, à rester sérieux. Ils ont l'effectif pour tenir sur toute la saison Euroleague, donc à eux de faire le job. On passe ensuite sur l'Asvel qui jouait donc 2 équipes espagnoles, Valence puis Baskonia. Donc contre Valence, c'était un match qui était très serré. On a vu un prime Nando De Colo. Je sais pas combien de matchs par saison il va pouvoir nous sortir comme ça, mais il fait vraiment un match exceptionnel. 17 points, 3 sur 3 à 2 points, 3 sur 8 à 3 points, sachant que je pense qu'il rate beaucoup sur la fin de match, mais il commence très fort. 3 rebonds, 4 passes, 22 déval. Il fait un énorme match. J'ai bien aimé aussi l'entrée de Zach Elias qui rentre, qui met 3 tirs, qui met directement 2 tirs à 3 points. Alors il finit à 3 sur 8 à 3 points, ce qui est 37%, c'est un pourcentage correct. Il fait 9 rebonds, 2 passes, 13 déval. Et sur le deuxième match, il a été vraiment flamboyant. C'est lui qui a la meilleure éval sur cette victoire du coup, face à Baskonia. Il fait 25 d'évaluation à 23 points, 2 sur 2 à 2 points, 5 sur 6 à 3 points, 4 sur 5 au lancer, 4 rebonds, 2 passes. Voilà, un gros apport. C'est vraiment un poste 4, 4 qui est un gros shooter, qui peut être actif au rebond, qui peut courir. Donc on va voir, même si je ne valide pas du tout sa coupe mulet. On a vu un bon Bodian Massa aussi sur les 2 matchs, un Bastien Vautier pas mal sur le premier match, un peu plus en difficulté face à Baskonia, et voilà, c'est une équipe, bon, l'Asvel on le sait, il va falloir que ça défende, il va falloir que ça court. Ils ont le petit Glyn Watson à la main qui va être agressif, qui va apporter des points. Ils ont Nando De Colo qui va sanctionner, on l'a vu pour l'instant plus dans un rôle de score, en tout cas sur le premier match, que dans un rôle de créateur passeur, mais c'est vrai que
c'est assez faible à la création à l'extérieur. T'as Melvin Ajassa qui est plutôt un finisseur. T'as Shaquille Harrison qui essaye de créer, mais c'est assez difficile. Et t'as donc Glyn Watson, Nando De Colo, Edwin Jackson qui commence à se faire vieux et qui est aussi un créateur plutôt pour lui. Donc voilà, c'est assez léger. David Laïti qui a fait un bon match aussi contre Baskonia. J'avoue, le match contre Baskonia, je ne l'ai pas regardé, donc je ne vais pas trop en parler, mais en tout cas, sur le match contre Valence, on a vu une équipe de Valence qui n'a pas non plus extrêmement convaincu, même si à l'heure actuelle ils sont premiers d'Euroleague à 2-0. Ils ont joué l'Asvel et Bologne, donc c'est pas non plus des grosses oppositions, même si il faut dire que Sergio De Larrea a fait un très gros match contre Bologne, 23 points, et donc lui c'est un mec de 19 ans, peut-être la future pépite espagnole. Mais voilà, je suis un peu déçu pour l'instant de l'utilisation d'Armel Traoré, qui est vraiment le cinquième intérieur dans la rotation, à voir comment ça évolue, sachant que bon, la ZEL, voilà, ils ont quand même un effectif, même si je les ai pas mis dernier d'Euroleague comme beaucoup les voient dernier, ils ont un effectif qui est assez léger, dans le sens où bah, s'il y a un ou deux joueurs qui se pètent, comme c'est souvent le cas en Euroleague, et d'autant plus maintenant avec le rythme effréné qu'il va avoir, ça risque d'être très léger, et c'est là qu'il faut faire attention à pas faire des séries de défaites et à plomber la saison, quoi. Mais donc voilà, l'Asvel est à 1-1 comme Monaco et comme Paris, dont on va parler tout de suite. Le Paris Basketball qui allait donc au Fenerbahçe et ensuite à Tel Aviv, enfin non pas à Tel Aviv, puisqu'évidemment ils ne peuvent pas jouer à Tel Aviv, donc je crois que c'était à Sofia au Monténégro, je sais plus, ça va partout. D'ailleurs, je tiens à préciser, non seulement ils ne peuvent pas recevoir chez eux, mais en plus ils veulent pas aller en Turquie, donc du coup, même les équipes turques qui reçoivent les équipes israéliennes, ils doivent aller jouer dans d'autres pays. Enfin bref, l'Euroleague est vraiment en train de se plier pour leur faire plaisir, et ça me saoule un peu, je vais pas vous le cacher. Du coup, pour revenir sur ce Fenerbahçe Paris qui du coup avait lieu à Istanbul, on a vu un Paris. Ceux qui ont regardé le match, dites-moi en commentaire, mais franchement, j'ai jamais vu une équipe, je vais pas envie de dire aussi folle, mais avec autant d'intensité, autant de jeux rapides, autant de possession, de pace. On sait que l'année dernière, Paris, c'était une des équipes qui courait le plus, mais là c'est abusé. Là, c'est abusé parce que TJ Short était quand même capable de gérer le rythme. Il était capable d'accélérer. Quand il accélérait, il n'y avait personne d'aussi rapide que lui, mais c'était un joueur qui était quand même capable de ralentir, de gérer le rythme, de jouer des fins de possession, de mettre la balle sous le bras, etc. Là, Justin Robinson, il n'est pas dans ça. Hein. Justin Robinson, c'est Nadir Hiffi en meneur. Il fait pas des steps. Si, il prend des tirs de terroristes. Les deux, ils sont fous. Mais je dis ça pas de manière péjorative. Hein. Vraiment, c'est l'identité. Je pense que l'identité de l'équipe a été construite aussi autour de l'identité de jeu de Nadir Hiffi. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ils courent dans tous les sens, ils prennent des tirs en première intention. Alors, quand ça rentre pas, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi cette bully de basket? Mais ils sont tellement intenses. Alors, shout out au prépa physique et au kiné Philippe, si tu regardes la vidéo du Paris Basket, parce que pour tenir comme ça, l'intensité, alors je sais pas s'ils vont réussir à tenir toute la saison comme ça, parce que ça va être long, et Paris n'a pas un effectif pléthorique, même s'il y a Lamar Stevens qui est encore blessé, Joel Ayayi qui a joué que le deuxième match, donc ils ont des rotations, mais encore une fois, les rôles sont bien définis dans cette équipe. On sait que le jeu est pour les arrières. Les pivots qui sont venus, ils vont pas avoir la balle, ils vont défendre, courir cercle à cercle, jouer du rebond offensif. Alan Dokossi, il l'a très bien compris. On va parler de son match après contre le Maccabi, mais il l'a très bien compris. Faye, c'est pareil, et Ismaël Bako, c'est pareil. C'est pas des intérieurs à qui on va donner la balle en bas. C'est pas grave, c'est le jeu de Paris. Ok, on a compris les idées qu'ils veulent mettre en place. Ça va courir, ça va jouer, ça va tirer à 3 points, ça va chercher du rebond offensif, ça va essayer de jouer le maximum de possession possible, et ça va essayer d'enflammer les matchs. Alors contre le Fener, ça n'est pas passé. Nadir Hiffi, du coup, qui rentre, qui fait une excellente rentrée avec de l'adresse, etc. Paris qui domine au rebond, mais voilà, c'est vrai que ça a été difficile de tenir, notamment Talen Tucker sur le drive, Michael Yontunen aussi qui fait un très bon match, qui a mis ses tirs. Enfin bref, voilà, c'est bon, on va passer à autre chose après la série contre le Fener. Voilà, Yontunen, on lui souhaite de bien réussir au Fener. Et surtout la fin de troisième quart-temps qui est mal gérée par le Paris Basket, avec Nicolo Melli qui met 3 points d'affilée en 30 secondes, dont un au buzzer où la communication défensive est pas en place. Paris se retrouve à -11. Wade Baldwin qui met un poster sur Yakuba Ouattara. Et voilà, le Fener qui arrive à prendre de l'avance et qui gagne ce match. Paris a pas été ridicule, loin de là, ils prennent 20 points, mais c'était avec les armes qu'ils ont face à une belle équipe du Fener, ils ont quand même
proposer des choses, on a vu vers quoi il voulait aller, et donc ça nous amène sur le deuxième match face au Maccabi, qui commence très mal pour le Paris Basket. Le Maccabi commence très fort, et quand Nadir rentre, transformation. L'équipe défend, l'équipe court. Franchement, moi j'adore les 2 premiers matchs de Nadir Ifi, parce que autant je disais que il fallait qu'il prenne un peu exemple sur Carson Edwards, qui notamment a fait un très bon match, je crois que c'est contre le Real, où il gagne le premier match, dans la justesse et dans le fait de ne pas vouloir toujours tirer, et que quand tu arrives à fixer des défenseurs, de lâcher les balles, bah c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, mais en restant dans un style Nadir Ifi, en prenant toujours des tirs très très difficiles, mais en alternant aussi, en étant capable de créer pour les autres. Je vais sortir les stats sur les 2 matchs, mais donc Nadir Ifi c'est le meilleur à l'éval face au Fener. Je vais vous donner ses stats face au Fener. Il fait 23 points, alors 2 sur 10 à 2 points, 5 sur 7 à 3 points avec des tirs de fou furieux, 4 sur 4 au lancer, 2 passes, 3 pertes de balles, 7 fautes provoquées, donc 18 dévals. Et contre le Maccabi, il met 21 points, 2 sur 3 à 2 points, 4 sur 12 à 3 points, 33%, c'est pas fou mais c'est pas mauvais non plus, 5 sur 6 au lancer, 3 passes, 5 interceptions. C'est surtout ça, on a rarement vu Nadir défendre comme ça. 14 déval, plus 13 de plus-minus. Et donc sur ce match face au Maccabi, le grand héros du match, c'est Alan Dokossi. C'est Alan Dokossi, et autant j'étais pas hyper hypé par sa signature, parce que voilà, je l'avais vu jouer contre Paris avec Dijon sur les playoffs, et on se disait, bon bah oui, c'est un joueur qui est actif au rebond, c'est un joueur qui est pas hyper adroit au lancer franc. Mais en fait, c'est parfait pour Paris, pour le jeu que Paris veut mettre en place. Il court, il défend fort, il peut switcher sur les petits, il est hyper actif au rebond offensif. Alan Dokossi, sur ce match-là, il fait 9 points, 4 sur 5 à 2 points. Voilà, il prend des alley-oops ou des dunks ou des finitions près du cercle. 1 sur 2 au lancer, 13 rebonds, dont 5 offensifs, 23 d'évaluation, 4 passes décisives. Parfait, bravo Alan Dokossi. Il rentre parfaitement dans le rôle et encore, quand il est signé, je pense qu'on n'attend pas à ce qu'il joue autant, mais c'est vrai qu'il a plus performé que Ismaël Bako pour l'instant, qui lui joue que 6 minutes. Faye qui joue 13 minutes, mais Paris est une équipe qui a dominé au rebond. Ils prennent 49 rebonds face au Maccabi, contre 37 du coup pour le Maccabi. Ils ont mis une intensité défensive, mais ça m'a rappelé un peu toute proportion gardée, non, parce qu'ils ont quand même éteint le Maccabi, mais sur l'année dernière, je me souviens, Paris avait fait un match justement au Maccabi où ils les avaient éteints sur un quart-temps. Le Maccabi n'arrivait pas à passer la ligne médiane, mais là c'était à peu près pareil. Paris était dans tous les sens, et en fait, dans les rotations défensives du Paris Basket, c'est très agressif. Il y a de la trappe, mais en fait, c'est vas-y, attaque le close-out et lis le jeu sur les trappes. Parce que tu vas venir trapper, tu vas faire lâcher la balle à un mec. Donc tu as un surnombre à 4 contre 3 si le mec lâche la balle. Sauf que derrière, ça sort fort sur les close-out. Les mecs qui sont venus faire la trappe, ils se repositionnent extrêmement bien. Donc tu as toujours 2 joueurs qui viennent contester. Et puis, comme il y a 3 intérieurs hyper verticaux avec, on l'a dit, Faye, Bako et Dokossi, et ben, il y a de la dissuasion près du cercle. Et franchement, pour une équipe comme le Maccabi, alors je sais, Brad et d'autres ont vu le Maccabi plus fort que ce que moi je l'ai vu. Moi je les vois, je sais pas si je les ai mis dernier. Je crois que je les ai mis dernier d'Euroleague. Mais après, il est encore tôt dans la saison. C'est un effectif avec des joueurs de qualité. Mais voilà, Lonnie Walker, c'est une signature. Il est dans ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire bombarder à 3 points. Il fait 16 points à 1 sur 4 à 2 points, 2 sur 9 à 3 points, 8 sur 9 au lancer, 5 rebonds, 2 passes. Sur le premier match, je crois que pareil, il arrose, je crois qu'il doit mettre 6 points, un truc comme ça. Il ne fait que easy pull-up à 3 points, easy pull-up à 3 points, easy pull-up à 3 points. Ouais, mais ça va pas suffire en fait. Tamir Blatt qui est un peu dedans, il y a Jalen Horde qui essaie de faire des choses, Jimmy Clark aussi. Il y a, comment il s'appelle là, Doughtin Junior qui lui fait des bons matchs, surtout avec de l'adresse à 3 points, malgré un shoot un peu académique. Mais voilà, le Maccabi c'est assez faible. Et Paris a pris ce match, et Paris a montré que, voilà, je trouve en tout cas, si Paris arrive à tenir cette intensité toute la saison, ça va être une équipe très chantée à jouer. Comme un peu l'Alba Berlin l'année dernière, même si je leur souhaite un meilleur bilan comptable. Mais voilà, c'est une équipe qui va défendre très fort, qui va jouer avec énormément de rythme, énormément d'intensité. Et voilà, on sait que c'est un peu moins talentueux. La question qui va se poser, c'est l'utilisation d'Amatembai dans ce système qui va être hyper rapide, hyper avec des allers-retours dans tous les sens. Et Amatembai, il est plus tout jeune, je pense que c'est une bonne solution sur du jeu placé, mais j'ai pas l'impression que c'est vers là que Tabellini veut aller. Autre chose aussi sur le jeu offensif de Paris, on adore Yacouba Ouattara, on a fait l'interview avec lui, super, merci et tout, mais je suis pas sûr non plus que ça soit un si bon signe que Yacouba Ouattara joue autant de possessions offensives.
Alors certes, des fois, il apporte. Défensivement, c'est toujours... voilà, on sait que c'est un mec qui va mettre de l'énergie et tout, qui va apporter du rebond. Mais là, je trouve que il joue un peu trop de ballons. Par exemple, contre le Maccabi, il fait, en 22 minutes, il fait 12 points à 4 sur 12 au tir, avec 3 rebonds. Bon, je sais pas si c'est vraiment ce qu'on attend de Yacouba Ouattara, après à voir. Mais pareil, sur le premier match, il fait 5 points à 1 sur 9 au tir. J'ai pas forcément envie qu'Yacouba Ouattara prenne autant. Et encore, s'il a des tirs à 3 points ouverts, etc., vas-y, pourquoi pas. Mais là, sur le premier match, il prend 7 tirs à 2 points, donc beaucoup de drive. Il est agressif vers le cercle. Et là, il prend 5 tirs à 2 points. Bon, il fait 2-5. Donc voilà, c'est vrai que voilà, ça manque un peu de création. Il y a Sébastien Herrera, pour le coup, que j'ai vu faire d'autres choses que shoot à 3 points. Et c'était assez intéressant. Justin Robinson, on l'a dit, voilà, c'est un meneur qui n'a peur de rien. Il va aller au charbon. Il va chercher des lay-ups acrobatiques, des trucs compliqués, des step back à 3 points. Voilà, ça va être très difficile. Mais voilà, Paris, pour l'instant, est à 1-1. Ils ont joué le Fener, ils ont joué le Maccabi. Ils ont perdu le match qu'ils étaient censés perdre. Ils ont gagné le match qu'ils sont censés gagner. Maintenant, voilà, on va voir pour la suite comment ça va se passer pour eux. On va passer sur l'affiche de la semaine. Et c'était un Panathinaikos Barcelone qui était très alléchant et qui a tenu ses promesses, même s'il y a une équipe qui a surperformé par rapport à l'autre. Et quand je dis surperformé, c'est pas forcément qu'ils ont joué au-dessus de leur niveau. Ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il y a une équipe qui a dominé l'autre. Le premier truc à noter par rapport au premier match du Pana où TJ Shorts était dans le 5 aux côtés de Kendrick Nunn, où il a fini à 0 points, vous avez vu passer cette info, c'est que cette fois-ci TJ Shorts n'est pas dans le 5, c'est Jaren Grant qui prend sa place dans le 5. Alors TJ Shorts, on va évacuer le sujet directement, il est trop fort pour produire ce qu'il produit en ce moment. Maintenant, il a été malade, il n'a pas pu voyager avec son équipe en Australie, je crois, pour la préparation, donc je pense qu'il se remet. J'ai pas envie de tirer à canon rouge, on dit, ou à boulet rouge, je sais pas, bref, j'ai pas envie de tirer sur Ergin Ataman pour l'instant pour son utilisation de TJ Shorts. S'il a été malade et que voilà, il est pas encore à 100%, eh ben laisse-lui le temps de revenir. Tu as d'autres opportunités, tu as d'autres alternatives dans ton objectif. Tu as Jaren Grant, tu as Kostas Loukas qui sort un match exceptionnel face au Barça. Donc voilà, c'est vrai que c'était très frustrant au début de voir TJ Shorts ne pas être dans le 5, ou très peu jouer, ou jouer 1 minute 30, ne pas être agressif, demander à Kendrick Nunn de venir lui poser un écran, Kendrick Nunn qui veut pas, enfin bref. Voilà, j'espère que c'est parce que TJ Shorts est malade qu'il est à ce niveau-là, et que Ergin Ataman le gère comme ça, parce que je corrèle les deux, c'est-à-dire que pour moi, tu ne peux pas manager si TJ Shorts. Je vais quand même tirer. Je vais pas tirer, mais je vais charger, tu vois. Mon arme pour tirer au cas où sur Ergin Ataman. Si TJ Shorts est à 100% et que tu le manages comme ça, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il performe. Quand il est sur le terrain, il monte la balle et il annonce des plays pour Kendrick Nunn, pour Jaren Grant, pour les autres, etc. Si tu l'as signé pour ça, franchement, voilà. Après, on connaît Ergin Ataman. On sait qu'avec les nouveaux joueurs, surtout qui ont un statut, etc., on a vu quand Juancho est arrivé, il a mis une demi-saison à s'acclimater. On a vu quand Kendrick Nunn est arrivé, la première saison, même s'il finit champion, le premier match, il met 6 points aussi. Voilà, il n'a pas tout de suite été dedans. Donc, le Pana est à 1-1. Ils ont battu le Bayern difficilement sur le premier match. Et là, il rencontrait un Barça qui, du coup, avait perdu le premier match contre une équipe de l'Hapoel Tel Aviv assez convaincante aussi. Mais on va pas en parler cette semaine. Du coup, le Barça, qui, on l'a dit, a récupéré Toko Shengelia, qui a récupéré Will Clyburn, et et aussi Nicolas Laprovitola, qui revient de blessure. Donc c'est vrai que sur le papier, tu as un recrutement qui est vraiment intéressant. Maintenant... avec les saisons qu'avait fait Toko Shengelia l'année dernière, la saison qu'a fait Will Clyburn aussi à Bologne l'année dernière. Oui, c'est bon. C'est la machine à laver. Ah ouais, voilà. C'est bon. Nous revenons dans quelques instants. C'est ça d'avoir un chien de garde. C'est la machine à laver qui fait du bruit, il s'est excité comme un ouf. Donc je disais, ce recrutement, on se demandait comment ça allait performer. Bon, on a vu un très bon Toko Shengelia sur l'Eurobasket. Will Clyburn n'a pas joué l'Eurobasket, évidemment, puisqu'il est américain. Mais pour l'instant, sur les 2 premiers matchs, en tout cas, les 2 répondent présents. On voit un Toko Shengelia hyper agressif, capable d'apporter du shoot à l'extérieur, du post-up, du drive. On voit un Will Clyburn qui trouve de l'adresse. On voit un Laprovitola aussi qui a mis des énormes tirs, on va en reparler.
Thomas Satoransky à la baguette qui a plus à se soucier du scoring parce qu'il a tellement de mecs qui peuvent scorer autour de lui que maintenant il est juste là pour distribuer. On a Brizola aussi qui a perdu un peu de rôle mais qui peut en même temps avoir moins de responsabilités. On l'a vu avec l'équipe d'Espagne que quand il était très responsabilisé, pour l'instant, bah, c'était un peu difficile pour lui. Donc là, il est parfait dans son rôle d'électron libre. On a Yann Vezeli, on a Willy Hernan Gomez qui est passé devant dans la rotation. Mais voilà, je trouve que pour l'instant, sur les 2 premiers matchs, cette équipe du Barça est équilibrée. Et voilà, ils ont très bien commencé le match face au Panathinaikos. Ils passent 11-0, le Pana est à l'envers, vraiment défensivement c'est catastrophique, etc. Et puis quand Sloukas rentre, le Pana repasse à 11-0. Sloukas, et je crois qu'il rate un lay-up, mais voilà, il fait 3 passes décisives, il relance du jeu rapide. L'attaque du Barça vraiment est vraiment propre, que ce soit Laprovitola ou Satoransky, ils arrivent très bien à orienter le jeu. Ils ont des intérieurs et des ailiers qui sont capables de lire le jeu et aussi de mettre des gros tirs. Voilà, on l'a dit, quand ils arrivent sur Shengelia, on sait que Shengelia c'est un excellent passeur, on sait que Vesely aussi c'est un joueur qui a du QI basket. Ils ont aussi Kevin Punter dont on n'a pas encore parlé, mais qui, on le sait, est capable de mettre des gros tirs et est capable de prendre feu à tout moment, même si c'est pas un joueur qui va énormément faire bouger le ballon. Là, Kevin Punter, sur ce match-là, il fait 13 points, 4 passes, 14 dévals, voilà, mais encore une fois, ils ont tellement d'armes, il fait 2 sur 6 à 3 points. On a vu Satoransky, je l'ai dit, qui prend que 2 tirs, il fait 4 rebonds, 5 passes. Willy Hernan Gomez qui met 30 points, avec beaucoup de lancers francs tirés, 6 rebonds, donc beaucoup de fautes provoquées, plus 12 dévals. On n'a pas vu Youssouf Afal, on a vu Laprovitola, je l'ai dit, qui a mis des gros tirs sur la fin de match, et en fait, c'est surtout ça, le match a été assez serré. Le Pana a essayé de se rapprocher sur la fin de match, mais le Barça a enchaîné les gros tirs, que ce soit Laprovitola, que ce soit Clyburn. Donc Laprovitola il met 15 points, 4 sur 8 à 3 points, 9 passes décisives également. Et Will Clyburn qui met 23 points, 5 sur 9 au tir, 4 sur 5 à 3 points, 6 rebonds, 3 passes, 26 dévals. Et on a parlé de Tornike Shengelia sur ce match-là, il fait 17 points, 4 sur 4 à 2 points, 2 sur 4 à 3 points, 3 sur 3 au lancer, 5 rebonds, 17 dévals, plus 13 de plus-minus. Donc voilà, ils ont un 5 quand même sur le papier, le Barça. Et sur ce que j'ai vu aussi, parce que moi je crois que je les ai mis relativement, je crois qu'ils sont dans mon top 10 dans mon power ranking, mais je les ai pas mis très haut, parce que je suis resté sur la saison de Tornike Shengelia et de Will Clyburn l'année dernière à Bologne. Si, et je mets des grands guillemets, et je mets un bon conditionnel, si Will Clyburn et Tornike Shengelia arrivent à rester en bonne forme et arrivent à jouer, pas forcément à ce niveau-là tous les matchs, j'attends pas de Will Clyburn qui tourne à 23 points de moyenne et que Shengelia tourne à 17 points de moyenne, mais s'ils arrivent juste à avoir des bons pourcentages et à être là défensivement, cette équipe du Barça, quand tu as un 5 avec Satoransky, Laprovitola, je sais même pas si Laprovitola il est dans le 5, je me souviens plus c'est quoi le 5, mais imaginons que tu as Laprovitola en 1, Kevin Punter en 2, Will Clyburn en 3, Tornike Shengelia en 4 et soit Yann Vezeli soit Hernan Gomez en 5, sachant que voilà, tu peux mettre Satoransky aussi sur la main à la place de Laprovitola. C'est sérieux. T'as Para sur le banc, t'as Brizuela sur le banc, t'as aussi des jeunes là, Norris, Cale, enfin je sais pas si c'est des jeunes mais des Américains qui peuvent apporter aussi. T'as Youssouf Afal qui, même si on l'a beaucoup tiré dessus quand il était à Lasvel l'année dernière, quand le Barça en a eu besoin et notamment sur la série de playoffs face à Monaco, a fait du bien, a apporté offensivement et défensivement. Donc voilà, c'est une belle équipe sur le papier. À suivre cette équipe du Barça. Côté Pana, j'étais un peu déçu de ce match-là. Ils ont, à part Kostas Sloukas qui fait donc 18 points, 11 passes, 4 rebonds, 30 dévals à 35 piges, c'était très décevant. TJ Shorts, pour l'instant, c'est pas le TJ Shorts qu'on connaît. Il joue que 11 minutes. Donc voilà, on va pas non plus lui tirer dessus s'il est malade. J.D. Osman qui a pas été mis dans de super dispositions. En fait, franchement, on va dire la vérité, la défense du Barça, elle était bien au-dessus de ce à quoi je m'attendais avec un effectif qui est quand même pas tout jeune. Ils arrivent quand même à mettre de la pression, à gêner les tirs. On va parler de Kendrick Nunn. Kendrick Nunn qui fait 10 points après avoir fait un premier match à 21-11, qui fait 10 points à 4 sur 8 au tir, 0 sur 2 à 3 points, 2 rebonds, seulement une passe, 2 pertes de balles. Il fait 5 dévals. Bon. C'est pas ce qu'on attend de Kendrick Nunn, clairement, surtout quand tu as un TJ Shorts dont tu te sers pas. Tu peux pas avoir que Kostas Sloukas qui apporte. Il y a évidemment Juancho Hernan Gomez, on va en parler évidemment, qui fait un match, surtout dans le troisième quart-temps, sur la fin de match, qui se réveille, il fait un match exceptionnel. Il fait 27 points, 6 sur 7 à 2 points, 3 sur 7 à 3 points, 6 sur 7 au lancer, 8 rebonds, 2 interceptions, 39 d'évaluation. Il a été partout. Encore une fois, c'est un peu lui l'âme de cette équipe en l'absence de Mathias Le Sort. C'est lui qui essaye de créer du jeu rapide, de défendre fort.
Et voilà, énorme match, mais ça n'a pas suffi. Il y a Mitoglou qui a mis quelques tirs aussi, Jurseven qui a été trouvé sur du alley-oop, Richon Holmes qui a été moins bon que contre le Bayern. Mais voilà, c'était un beau match à voir. Ce sera encore un plus beau match au match retour, j'espère, si avec toutes les forces en présence, c'est-à-dire Mathias Le Sort en plus, c'est-à-dire TJ Short à 100%. Mais en tout cas, voilà, c'était pour moi l'affiche de la semaine. On passe maintenant sur l'équipe de la semaine. Et pour moi, l'équipe de la semaine, c'est le Žalgiris Kaunas qui est à 2-0, donc premier ex-aequo d'Euroleague. Bon, il n'y a eu que 2 journées, mais qui a quand même battu Monaco et le Fenerbahçe, soit les deux finalistes, dont le vainqueur. Enfin, voilà, les deux finalistes de la dernière saison Euroleague. C'est pas rien, même si on peut dire que Monaco s'est branlé, etc. Même si on peut dire que le Fener, ils sont relâchés, etc. Il fallait le faire, ils l'ont fait, ils ont gagné les 2 matchs. On a vu un excellent Sylvain Francisco sur les 2 matchs. Il fait 18 points, 4 passes, 18 dévals à 3 sur 4 ou à 3 points contre le Fener. Je pense que vous avez vu l'action où il fait tomber Kemberch. Il lui met un cross-jab. Kemberch part à l'opposé. Et une seconde après, on voit il essaye de se remettre, il n'arrive pas, il tombe par terre alors que Francisco et Sylvain est déjà en train d'envoyer un alley-oop pour Birutis. Et contre Monaco, alors Sylvain il aime bien taffer Monaco en général, on se souvient la saison dernière c'était pareil. Contre Monaco il fait 9 points seulement, à 2 sur 5 à 3 points, 1 sur 4 au tir. Mais par contre il fait 4 rebonds, 9 passes, 14 dévals plus 15 de plus-minus. Donc voilà. J'étais un peu dubitatif sur l'arrivée de Maodolo et de Williams-Goss, mais en fait Williams-Goss joue à côté de Sylvain, et en fait ça lui donne un peu plus de liberté, parce que Williams-Goss, c'est un métronome sur le terrain. C'est-à-dire qu'il est jamais trop haut, jamais trop bas, il va jouer à son rythme, il est capable de mettre des gros tirs. Sur le premier match contre Monaco, il fait 14 points, 1 rebond. Il fait pas de passe parce qu'il est moins à la création, il est plus là pour un peu gérer le tempo et mettre des tirs quand il faut, avec des très bons pourcentages, 2 sur 4 à 3 points, 2 et 4 sur 9 à 2 points. Et contre le Fener, il met 20 points à 7 sur 8 à 2 points, 0 sur 3 à 3 points, 2 rebonds, 2 passes, 1 interception, 23 dévals. Il met des énormes tirs, surtout sur le début de match. Voilà. Et Maodolo, qui est dans un rôle justement, lui, de un peu de feu follet en sortie de banc, comme ce qu'il avait au Paris Basket, qui joue 18 minutes, mais voilà. J'étais inquiet pour Sylvain avec les arrivées de ces 2 joueurs-là, mais ok, je vois un peu mieux ce que le coach veut mettre en place, et bah, je pense que ça va bien cliquer, et s'il ne signe pas Lonnie Walker au milieu de la saison, ça devrait pouvoir le faire. Enfin bon, encore une fois, Kaunas, moi je crois que je les avais mis 12e ou 13e à la lutte pour le play-in. S'ils font play-in, ce sera très bien. On va voir sur la durée de la saison. A noter qu'ils ont signé Tubelis, qui est le pivot lituanien, qui avait fait un très bon Euro, et qui avait fini sur une mauvaise note, mais qui avait fait un très bon Euro, et qui apporte de l'adresse, de l'agressivité au rebond. On voit Birutis aussi qui est très bien trouvé, que ce soit contre le Fener ou contre Monaco. Il met 10 points en 9 minutes, ouais, en 10 minutes, 10 points 3 rebonds contre Monaco, et il fait 9 points, 3 rebonds en 12 minutes contre le Fener. Donc voilà, il est menaçant sur alley-oop, il se déplace bien, il se présente dans les fenêtres de passe pour les extérieurs qui vont le trouver. Et voilà, c'est pas le meilleur des intérieurs, puisque le meilleur des intérieurs, c'est bien sûr Moses Wright. Moses Wright, on l'a dit, on attend une saison. On était très content de ce qu'il a apporté à l'Olympiakos. L'année dernière, malheureusement, il a eu un souci de santé qui l'a éloigné des parquets. Mais c'est un joueur qui est hyper athlétique, qui est capable de shooter à 3 points. Et là, il le montre qu'il est capable de shooter à 3 points. Moi, comme je l'ai dit, j'attends une saison à la Tyreek Jones l'année dernière aux Partisans, mais peut-être avec un peu plus de victoire. Sur le match contre le Fener, il met 11 points, 4 sur 5 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, 4 rebonds. Il est partout, il gêne un peu tout le monde. Et contre Monaco, il fait 21 points, 7 sur 7 à 2 points, 1 sur 1 à 3 points, 4 sur 5 au lancer, 6 rebonds, 28 d'évaluation. Donc voilà, c'est un pivot avec Birutis qui joue un petit peu. Ils ont, comme on l'a dit, Tubelis qui a un vrai bon pivot d'Euroleague, et Moses Wright en tête sur leur poste 5. Ils ont une belle rotation à l'intérieur, ils ont une belle rotation à l'extérieur. Ils ont des ailiers qui sont grands, qui peuvent shooter à 3 points, que ce soit Bryce Dekis, Sirvidis ou Lanovas, qui sont aussi des forts défenseurs qui peuvent jouer de la transition. C'est bien coaché pour l'instant. Franchement, Kaunas, regardez, c'est assez spectaculaire de toute façon à voir. Il fallait forcément Maodolo et Sylvain Francisco, vous aurez des crosses. Vous avez Moses Wright, vous allez avoir des posters. Donc regardez cette équipe, ça fait vraiment kiffer. On arrive sur la fin de cette émission. Juste une petite news vite fait qui peut avoir son importance. Donatas Motiejunas est attendu
devrait signer à l'Étoile Rouge. Donc je pense que ça va pas leur faire de mal parce que l'Étoile Rouge c'est bien, ils ont que des postes 3-4. Mais Bolomboy ne joue toujours pas. Il joue avec Rainwright ou je sais pas quoi. Enfin bref, un mec qui joue poste 5. Ils sont en galère sur le poste 5 et surtout c'est une équipe qui ne peut jouer que de la transition. On l'a vu, ils ont perdu contre le Bayern. Dès que ça les amène sur jeu placé, le Bayern fait très peu de pertes de balles sur ce match-là. Dès qu'ils n'ont pas de jeu rapide, ils ne peuvent pas jouer. Shima Moneke sur jeu placé, c'est catastrophique. Semi Ojeleye, même s'il est capable de shooter, c'est pas un créateur, donc pareil, il lui faut de la transition. Le petit Tyson Carter, c'est un joueur sur jeu placé, c'est compliqué. Donc voilà, on va pas s'étaler sur l'Étoile Rouge, mais je pense qu'avoir Moté Younas, un vrai point de fixation à l'intérieur, ça va la faire du bien. C'est pas Bolomboy parce que c'est moins versatile défensivement, offensivement, même si Moté Younas, j'étais quand même agréablement surpris de ce qu'il avait fait à Monaco défensivement sur ses dernières performances. Mais voilà. On va pas faire le 5 de la semaine parce que je suis tout seul et je l'ai pas fait. Mais n'oubliez pas en commentaire, vous pouvez poser une question pour la semaine prochaine, à laquelle je répondrai puisque je serai tout seul, j'aurai peut-être un invité, mais en tout cas ce sera pas Bradley qui sera toujours au Japon. Posez-nous une question du coup sur cette semaine d'Euroleague. N'oubliez pas de liker, de commenter, de booster la vidéo, de vous abonner évidemment. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du QLS. Regardez l'Euroleague, bye banks.